Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, et puis bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie sur l'arrosage. Quelles sont les stratégies d'économie d'eau? On a vu qu'il fallait faire des arrosages conséquents pour s'adresser aux racines. Mais comment je sais si j'ai assez arrosé? Ah bah quand même, une question facile. Je te remercie parce que au début c'était un peu compliqué tes questions. Quand est-ce qu'on arrose? Quelle quantité je mets? Ça c'est difficile de répondre. Est-ce que j'ai assez arrosé? Bah c'est hyper facile de répondre. Va voir, tout simplement. Qui d'entre nous regarde après un arrosage à quelle profondeur il est descendu? Tout simplement. Donc on a vu sur une vidéo précédente que beaucoup de maraîchers pros utilisent une arrière-gouge pour aller voir en profondeur après une irrigation, donc pour piloter l'irrigation, euh, pour juste s'assurer après un arrosage qu'il était assez conséquent. Quand on est jardinier amateur, dans le bon sens du terme, hein, encore une fois, hein, on peut vérifier avec son couteau. Mais attention, la lame n'est pas assez longue hein, en général. On peut vérifier avec une gouge à asperges. Vérifier avec une bêche, je suis pas fan, hein, parce que on a tendance un peu à bousculer les racines. Je crois que la meilleure solution pour les jardiniers, c'est quand même de mettre sur la liste des cadeaux pour le Père Noël, de mettre d'arrière-gouche, parce que ça c'est génial. Vous allez vérifier d'une part votre irrigation et d'autre part des problèmes éventuels de compactage. Et on sait que c'est vraiment les deux données essentielles pour bien réussir ces cultures, compactage et irrigation. Mais alors, on l'économise comment cette eau au potager? Alors, le premier truc, c'est vraiment, mais on en revient toujours à ça. C'est que avant les plantes, il y a la terre. En fait, la meilleure réserve hydrique d'un sol, c'est la terre. C'est la qualité de la terre et de la matière organique. Donc un sol qui est riche en matière organique, qu'est-ce qui se passe? Quand la matière organique est mouillée, elle gonfle comme une éponge. Imagine une éponge sur laquelle tu n'appuies pas. Alors effectivement, au bout d'un moment, elle va sécher. Mais il faut le temps quand même. J'en profite, et pardonnez-moi d'ailleurs, hein, de me montrer un petit peu agressif par rapport à des céréaliers qui arrosent comme des malades des sols qui sont complètement épuisés en matière organique. Ce sont des sols qui ne tiennent pas l'eau, ça ruisselle dessus. Nous, dans nos potagers, la matière organique tient la flotte. Première stratégie de tout temps des économies d'eau, c'est d'avoir un sol qui soit suffisamment riche en matière organique. Ça vient pas d'un coup d'un seul. On a vu que la matière organique, faut pas l'amener trop brutalement, mais ça vient avec le temps et progressivement, on gagne vraiment en réserve. Ok pour le sol. Et après, pour les légumes, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Un truc que nous, les maraîchers, on ne fait pas, en fait. Il y a un truc qui marche vachement bien, c'est le semi-direct. Nous, on passe par du transplant, pour tout. Hein, les laitues, on a des mottes, les courges, courgettes, etc. On a des mottes, même pour la mâche ou l'épinard. Hein. Or, faites l'essai chez vous. Faites l'essai, je vous assure que c'est impressionnant. Faites un semi-direct de laitue. Voilà. Vous récoltez votre laitue, vous la coupez, puis après vous l'arrachez. Vous allez vous apercevoir que la laitue, en semi-direct, elle développe un pivot qui fait 15 à 20 cm de longueur. Rien à voir avec une motte où ça fait une espèce de chignon autour de la motte, en fait. Donc, le semi-direct, voilà une bonne stratégie d'économie d'eau. Encore une fois, nous, les maraîchers, c'est quelque chose qu'on pratique peu parce que la semi-direct, c'est plus long, ça demande plus de contrôle. On a une densité qui est moins précise au mètre linéaire, mais effectivement, ça n'a rien à voir. Une plante, elle est faite pour un semi-direct. Là, par exemple, on est au mois de juin. Au mois de juin, vous faites un semi-direct de courgettes. Parce que c'est cette série-là qui va prendre le relais de la première qui a été installée au mois de mai, ce qui va vous permettre d'avoir des courgettes en quantité au mois de septembre. Et en fait, vous allez vous apercevoir que non seulement elles ne chopent pas d'oïdium, mais qu'en plus de ça, elles sont quand même beaucoup plus débrouillardes, semées en direct. Donc nous, on fait un poquet de 3 graines. Sur les 3, on se monte un peu cruel. Si les 3 germent, on n'en garde qu'une.
Mais voilà, c'est un peu moins économe en graines. Mais alors attention, hein, le semi-direct en conduite de culture, ça n'a rien à voir. Reprenons l'habitude de semer des laitues, de semer des courgettes. En ce moment, pardon, on peut semer du basilic aussi. La terre est chaude, hein, il germe de peur. Ok, mais tu disais la dernière fois qu'une graine, c'est une réserve sèche déshydratée qu'il faut réhumidifier. Ah bah ouais, donc ça peut paraître presque contre-intuitif de se dire que on fait du chemin direct, mais on part sur un organe qui est déshydraté. Bah, on a une technique toute simple hein, pour réhydrater, c'est le trempage. Quelles graines on fait tremper? Eh ben toutes, puisqu'on doit passer en moyenne de 15% à au minimum 95. Donc quelles graines on peut faire tremper? Toutes. Faites tremper des graines de persil. Et vous allez voir qu'après, pour semer, vous avez intérêt de les faire sécher, hein, parce que ça colle aux pattes. Hein. Si vous les faites sécher sur du papier absorbant, vous ne les décollerez pas. Donc on fait sécher des graines toujours à l'ombre et sur une surface lisse. Prenez une assiette, par exemple, à échelle familiale. Et à l'ombre toujours. Après, on a des grosses graines comme haricots, courges, etc. Donc là, on arrive à manipuler assez facilement à la main. Et puis après, honnêtement, il y a des graines, je trouve que ça vaut pas le coup. Les radis, on les arrose convenablement, et voilà, on a une germination en 4 jours, où on va pas trop s'embêter à les faire tremper. Néanmoins, quand on fait un trempage de graines, ça demande de bien anticiper. Hein. On fait tremper une nuit à peu près hein, pour bien regonfler. Il faut faire sécher au minimum 4 heures et après, il faut semer. Donc attention, on anticipe. Alors parfois, on me dit, ah ouais, mais bon, tu fais tremper ta graine et après, tu la fais sécher. Ben voilà, je fais tremper ma graine. Mettons, elle regonfle. On remonte vers les 95-100%. Après, je la fais sécher pour pouvoir la manipuler. Mais je suis redescendu à 90%. Hein. Il n'y a que l'enveloppe hein, qui est sèche, que la partie du tégument. Le reste, c'est encore gorgé d'eau. Donc surtout, voilà, se dire que bien faire tremper ses graines, c'est une bonne précaution pour le semis. Pareil pour les plants. Quand vous achetez du plant, faites-le tremper avant de le planter. Alors attention, il ne s'agit pas d'asphyxier les racines, on fait tremper quelques heures seulement. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'après la motte se défait complètement. Mais voilà, regorgez la motte d'eau et votre arrosage de plombage dont on a parlé la fois précédente, qui est destiné à chasser contenu entre les racines et la terre, votre arrosage de plombage sera bien moindre. Donc, reprenons l'habitude de faire tremper. Ça demande un petit séchage, et effectivement, ça demande une vraie anticipation, mais c'est un vrai gain pour le semis. Donc les radis, par exemple, tu trouves que ça vaut pas le coup? Ben oui, effectivement, parce que ça germe bien. Par contre, les radis, c'est intéressant. Plus globalement, dans une stratégie d'économie d'eau, parce que ça nous permet de parler de légumes de saison. Alors voilà, les légumes de saison, on sait à peu près ce que c'est. On sait qu'il n'y a pas de tomates à Noël. Bon, voilà. Mais c'est pas que ça, en fait. Les légumes de saison, c'est se dire qu'il n'y a pas de radis l'été. Il n'y a pas de laitue, Batavia ou n'importe laquelle, en été. Pourquoi? Mais parce que ça demande de la flotte, tout simplement. Et puis, je sais pas, l'été, on récolte les concombres. Donc, si on veut ou des tomates, donc si on veut des crudités, on n'est pas obligé d'avoir des laitues qui vont demander vraiment beaucoup de flotte. Donc, restons bien saisonnalisés. On a des plantes d'intersaison. Euh, Laitue, par exemple, radis, roquettes, etc. On sait que dès que c'est trop chaud, trop sec, jour trop long, ça va être tout un cirque de les tenir. Donc, ne les cultivons pas à ce moment-là, parce que voilà, on a largement de quoi prendre le relais largement. Et après, cette idée de se dire, bah, on sait que ça n'aime pas les jours longs, chauds, secs, etc. Bah oui, donc les radis, les laitues, la roquette, etc. On reprend les semis, passé le 15 août,
quand les nuits commencent à fraîchir, qu'il y a un point de rosée le matin, vraiment. Mais voilà, pendant 2 mois, on lève le pied, c'est pas la peine. Et ça doit pas être si simple de faire tremper des graines de laitue comme tu nous disais tout à l'heure. Alors oui, le trempage, parfois c'est un peu compliqué, encore une fois, il faut anticiper, etc. Mais on a une autre solution. Alors moi qui ai tendance à être un peu critique avec mes collègues céréaliers, il y a un truc que savent très bien faire dans leur champ et que nous, on ne sait pas faire au potager, c'est décaler les profondeurs de semis en fonction de la saison. Moi, quand j'étais gosse, on me disait, ouais, une graine, c'est 2 fois et demi sa profondeur, 2 fois et demi sa taille en profondeur. Alors c'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est insuffisant en fait. Donc moi j'aime bien donner comme exemple le maïs bleu des Indiens Hopis. Donc les Hopis cultivent le maïs sur les mesas, donc des zones semi-désertiques. Et eux, quand ils sèment le maïs, ils le sèment à 25 cm de profondeur. 25. Parce que sinon, les graines, elles dessèchent. Nous, bien sûr que non, on ne va pas descendre à 25. Néanmoins, là, l'été dernier, vous semiez vos carottes de conservation avec un été brûlant, sec, vous les semiez à la profondeur habituelle, c'était hyper compliqué de les faire germer. On a semé beaucoup plus creux. Et là, vu la saison qui s'annonce, n'hésitez pas à semer creux et à planter creux. La profondeur de semis, quand on dit 2 fois et demi la taille, machin, c'est indicatif. Mais à nous de nous adapter. Moi, j'ai des potes céréaliers, ils décalent le semoir en fonction de l'état du sol. La profondeur du semoir, elle change. Si le sol est très sec, ils vont semer creux, hein. Si c'est humide, ils vont semer beaucoup plus en surface. Et nous, on peut vraiment s'inspirer de ça au potager. Et on le fait, à mon sens, pas assez. Des carottes, vous pouvez y aller, vous pouvez semer à 2,5 cm, 3 cm de profondeur, il n'y a pas de problème, surtout en année sèche. La plantation, c'est pareil. On fait une plantation en creux et non pas en surface. On a vu que dans une vidéo précédente que bon, les maraîchers, on est un peu à l'arrache, hein, sur la plantation des laitues, on les pose, hein, en fait. Mais on peut aussi aller creux et on peut aussi faire une cuvette et tenir le frais. Donc que ce soit de la graine ou du transplant, quand il fait sec et qu'on veut économiser l'eau, on travaille sur la profondeur. Oui, 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 je sais très bien ce qui va se passer. Quand tu parles de maïs, tu finis toujours par t'énerver. Oui. Puis là, je vais m'énerver très fort, en fait, parce que vous vous rappelez, hein, on avait fait une vidéo sur les plantes en C4. Donc, on a 3 types de plantes, C3, C4 et CAM. Et ça correspond à, on va dire, leurs dépenses pour faire de la photosynthèse. Et on a une catégorie de plantes issues des milieux tempérés, les C3, ce qu'on a chez nous essentiellement, hein, qui demandent de l'eau. On a une catégorie de plantes hyper concurrentielle à la flotte, c'est les C4. Elles demandent très peu d'eau pour faire leur photosynthèse. Exemple de type de plante en C4 parfaitement adapté donc à la sécheresse et au manque d'eau. Le maïs. Eh ouais. Et oui, avant, dans les années 60, on tripote le maïs dans tous les sens pour en faire les premières hybrides F1. Les premières hybrides F1, c'est le maïs, en fait. Dans les années 60 aux États-Unis. Mais le maïs, mais c'est un warrior. Il pousse naturellement dans des zones semi-désertiques. On en a fait un débile, au sens étymologique du terme, un assisté. Mais c'est pas du tout ça, le maïs. C'est hyper costaud. Après, des C4, on en a d'autres, hein, qui sont parfaitement adaptés à des climats très secs. Alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'amarante. L'amarante, c'est une C4, par exemple. Donc cultivons autant que possible, quand on a une réserve d'eau qui est limitée, des plantes en C4. Alors, pour savoir si c'est une C4, vous tapez sur votre moteur de recherche le nom de genre et d'espèce, plus C3, C4 ou CAM, C-A-M, et ça va vous indiquer, vous allez bien trouver un site qui va vous indiquer à quelle catégorie rattacher cette plante. Mais les plantes en C4 sont hyper concurrentielles au manque d'eau.
Et ça ne fait que relever ce scandale. Moi, quand j'entends des journalistes faire amen devant des débiles de la FNSEA qui disent le maïs a besoin d'eau, non, c'est pas vrai. Le maïs n'a pas besoin d'eau. Le maïs, il pousse naturellement au Mexique. Donc, on va arrêter toutes ces bêtises-là. C'est leur maïs débile, au sens propre, qui a besoin d'eau. Mais nous, avec nos maïs non hybridés fins, on n'a pas du tout besoin d'eau. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que les pommes de terre soient pas des C4. Ben non, malheureusement, on aurait adoré hein, quand même. Il faut bien qu'elles aient un petit défaut parce que c'est quand même des merveilles les pommes de terre. Non, ce sont pas des C4. Par contre, de parler de pommes de terre, c'est intéressant parce que ça nous amène à une autre stratégie d'économie d'eau. En fait, alors c'est un peu une mauvaise nouvelle hein, pour les jardiniers, mais de plus en plus de maraîchers font ce qu'on appelle du fractionnement. Moi, quand j'étais gosse, la grande question, fin avril, c'était « As-tu fait tes pommes de terre ?» Alors ça, c'était le truc, voilà. Et maintenant, c'est fini. Maintenant, on sait que fin avril, les pommes de terre de conservation, on commence. Mais on sait aussi qu'en Sologne, ils plantaient les pommes de terre au 1er juillet, après l'orge. Donc ça veut dire qu'on a un laps de temps qui est assez long. Et nous, on va essayer de fractionner en se disant, on va faire plusieurs séries. Et il y en a bien une pour laquelle ça va bien se passer. Parfois, si on fait 3 séries, il y en a 2 pour lesquelles ça se passe bien. On est une naturelle post-floraison qui arrive. Donc, on ne sait pas. On peut avoir parfois les 3 séries qui marchent bien, parfois 2, parfois 1. Je parle en comptant sur des températures et un arrosage à peu près naturel. Là où c'est une mauvaise nouvelle, en fait, pour nous, c'est que si ça ne demande pas plus de surface, en fait, ça demande plus de temps et plus d'organisation. C'est-à-dire que, voilà, si on est à grande échelle, eh ben, il va falloir atteler les butoirs plusieurs fois, au lieu d'une. Voilà. Et là, quand on est jardinier dans son potager, eh ben voilà, on sait qu'il faut surveiller plus les cultures, savoir quand est-ce qu'on va passer biner, sarcler, buter, etc. Mais par contre, moi, je trouve que fractionner par rapport à des problèmes d'arrosage, c'est vraiment très bien. On va vous faire d'ailleurs à ce sujet-là une petite vidéo sur le fractionnement. Mais sachez qu'on fractionne beaucoup, en fait. On fractionne les plantations de tomates, par exemple. On fractionne les courgettes. On fera un petit peu le tour de toutes ces cultures qu'on peut fractionner et qu'on a finalement intérêt à fractionner avec néanmoins cette contrainte indéniable, c'est pas plus de surface, mais c'est plus de travail. Alors, ok, on reste dans la technique? Eh ben ouais, donc parce qu'on a aussi des techniques de culture qui rendent les plantes plus économes en eau. Donc on a vu une plante, elle se nourrit essentiellement par ses feuilles, par photosynthèse. Donc ça veut dire que si vous la taillez, si vous coupez ses pousses, en fait, vous lui posez un anneau gastrique. Elle se nourrit moins bien. Et il y a des espèces qui, quand le temps est très sec, et surtout on les taille pas, hein, on les laisse se débrouiller, on les laisse avoir un maximum de surface foliaire et se nourrir au maximum. Une plante bien nourrie, elle aura une racine bien active qui sera bien plus capable d'aller chercher la flotte. L'exemple type, hein, pour moi, clairement, c'est les tomates. Voilà, vous arrêtez de tailler les tomates. Quand il fait chaud et sec, non seulement le feuillage va ombrer naturellement le fruit, mais la plante va être bien plus autonome. Alors, il est vrai que sous serre, bah, on conduit sur un brin, hein. Mais attention, sous serre, c'est des chochottes, hein. On les accompagne, hein. On les laisse surtout pas se débrouiller toutes seules, nos pauvres petites plantes qu'on a brusquées, je dirais. Voilà. Et donc, bah, adaptons nos techniques vraiment de conduite de culture au climat. Les courges, moi j'ai entendu parler de gens qui taillent des courges. Je vois pas l'intérêt de tailler des courges. On les a plutôt plus grosses. Mais quel intérêt? Une courge, ça se débrouille.
Un melon, c'est différent, hein. Mais des courges, laissons-les faire, quoi. Laissons-les faire un maximum de photosynthèse. Et à nous, voilà, en fonction du climat, Nico, qu'on a reçu régulièrement, lui, quand il voit que ça part au sec, il arrête toute taille, touche plus. Bon, et toujours dans les gestes de base, hein, parce qu'on parlait de la taille et de la non-taille. Bon, j'imagine, toi, Guilain, tu as dû entendre aussi toute ta jeunesse, un binage vaut 2 arrosages. yes! Yes, yes, yes. Eh ben, c'est vrai. Et c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, quand on bine, après la pluie, pour pas que ça se transforme en marécage sur le sol, il y a une partie d'eau qui pénètre, mais il y a aussi une partie de l'eau qui s'évapore. Pourquoi? Parce que se forment à la surface du sol des micro-vaisseaux capillaires qui sont chargés d'évacuer l'eau. Donc quand on bine, eh ben on les casse ces vaisseaux, en fait, tout simplement, et on permet une bien meilleure tenue d'eau dans le sol. Donc voilà, dans les gestes techniques qu'on peut faire, on sait qu'on a le binage. Alors, ok pour les binages, mais quand il y a un paillage, tu bines comment? Ah Ah là là, mais c'est même pas que tu chauffes là, c'est que tu brûles en fait. Eh oui, parce que quand même, la meilleure stratégie d'économie d'eau, on vous prépare une petite vidéo sur ce thème, c'est le paillage, bien sûr. Le paillage qui va mettre à l'abri des rayons solaires la surface du sol. Donc, alors, effectivement, les paillages bloquent pas toutes les adventices. Ça bloque les adventices annuelles, ça ne nous dispense pas, effectivement, d'un petit binage de temps en temps. Ben, comment tu bines? Ben, c'est pas compliqué. T'écartes le paillage, tu bines, et puis après tu remets le paillage, tout simplement. En fait, le binage, là, il a un rôle presque de désherbage. Parce que sous un paillage, le sol, ça reste du couscous, quoi. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ça c'est hyper important. La première stratégie d'économie d'eau, c'est le paillage. On vous prépare encore une fois une petite vidéo parce que le paillage, il y a quelques règles quand même pour pailler bien et à bon escient. Alors ok, là on parle du dessous, mais sur le dessus. Alors, on va encore parler un petit peu du dessous, en fait. Parce que moi, j'ai la chance d'aller au Mali, et là, il n'y a pas d'eau, hein. Attention, hein, c'est pas comme nous, hein. Là, le manque de flotte, il se fait sentir. Sauf pendant la saison des pluies. Et on s'aperçoit que sur le dessous, il bosse, hein. Attention, hein. C'est-à-dire que vous regardez une photo des cultures de laitue près du Niger, à Bamako, vous pouvez donner la saison, hein. En saison sèche, c'est planté en creux. Saison humide, c'est planté en butte. Et nous, on entend beaucoup parler, on reviendra là-dessus, des buttes, machin, mais attention. Et par ton sec, une butte, ça dessèche, hein. Donc, en fait, à nous aussi d'adapter nos techniques. Et pourquoi pas être plutôt en planche en creux en été et en planche en butte plutôt sur l'automne et l'hiver. Alors, attention, la difficulté, c'est que là, par exemple, on a eu des automnes et des hivers très secs. Donc, pour ceux qui font de l'ail et des échalotes d'automne, on a l'habitude de les planter sur petites buttes, hein, pour éviter les asphyxies racinaires d'automne et d'hiver. Et là, effectivement, ça a eu tendance à sécher. Et pour nous, c'est difficile de prévoir. Donc, voilà pour le dessous. Et là, on aborde maintenant le dessus. Et oui, parce que la protection mécanique, ça reste quand même un excellent moyen d'économiser de l'eau. C'est-à-dire que, on ombre, tout simplement. Alors attention, hein, j'entends beaucoup parler de planter des arbres et tout, près des cultures au potager. Oui, très bien, hein. Je rappelle quand même que les légumes, c'est des plantes de milieu dit ouvert. À partir du moment où on met des arbres, on ferme le milieu et on freine la pénétration de la lumière. Alors, très bien, un peu d'ombre cette année et les années précédentes, c'est bienvenu. Mais un peu d'ombre, il y a 4-5 ans, on faisait comment? On abattait les arbres, du coup.
pour que nos légumes aient toute la lumière indispensable. Donc moi, je pense que l'ombrage, il doit être mécanique. C'est quelque chose qu'on apporte. Alors, par exemple, vous repiquez des laitues ou des chicorées, parce qu'on va arriver bientôt en période de repiquage de chicorées, bah, vous mettez une cagette par-dessus pendant une dizaine de jours pour ombrer le temps que ça reprenne. On peut mettre des filets d'ombrage, etc. Et on peut faire des très très belles structures. Moi, j'ai vu des super jolies choses au-dessus de tomates avec des canisses et tout. C'était vraiment très très joli. Mais se dire que tout ça, c'était anticipé en fait. Donc année pourrie, ben, les canisses on les installe pas. Hein. Année pourrie entre guillemets, parce que peut-on dire que le temps est pourri quand il pleut? Non, on s'aperçoit que la pluie elle est bienvenue. Mais année difficile on va dire, parce qu'il pleut beaucoup, ben on met pas les canisses. Par contre année chaude, brûlante, et on a nos supports pour mettre les canisses. Attention, vous aurez tous remarqué que non seulement ce changement climatique s'accompagne d'un changement et d'un échauffement des températures, ça fait absolument aucun doute, mais en plus de ça, on a un renforcement du vent. Ça veut dire que quand vous mettez une protection, elle est bloquée au vent. Parce que, attention, hein, ça souffle. Et là, cette année, c'est vraiment l'exemple type. Hein. Non seulement il fait chaud, il fait sec, mais il y a un vent à tenir qui ajoute à la déshydratation des plantes. Donc, les ombrer, les protéger du vent, c'est très bien. On a des méthodes naturelles. Alors moi, j'ai vu un truc vachement rigolo une fois dans un potager de quelqu'un qui avait tout simplement, il savait pas comment faire. Donc, il avait du vieux foin et il a balancé du vieux foin sur les cultures. Mais c'était pas mal, hein, c'était une bonne idée. Je trouve que ça marchait plutôt bien. J'ai vu à l'école du Breuil au bois de Vincennes, alors là, ce qu'avait fait Hervé, c'était super joli. Un support avec un bien contreventé, avec une canisse déroulée au-dessus, les tomates en dessous, c'était hyper joli. Voilà, donc on peut faire aussi de ça, je dirais presque un atout esthétique en fait. Ça peut faire partie d'un plus au potager. Bah, ça nous fait quand même pas mal de techniques, ça. Là. Bah oui, en fait, on s'aperçoit que on a quand même pas mal de stratégies d'eau, d'économie d'eau au potager. À nous de vraiment de les mettre tout en place et puis d'inventer les nôtres et surtout n'hésitez pas à nous dire par commentaire quelle stratégie vous avez en plus. C'est super intéressant. Alors un truc par contre qu'on essaye de pratiquer en maraîche, c'est le BAP. On peut retenir ça. BAP, c'est une... Bap, Lula. Ouais, voilà, BAP, Lula, BAP, ce que tu veux. Mais BAP pour binage, arrosage, paillage. C'est vraiment le truc quand vous allez arroser, vous écartez le paillage, vous binez, vous arrosez copieusement et vous refermez le paillage. Ça, c'est super important, ce BAP, ce binage, arrosage, paillage. Et là, vraiment, votre flotte, elle tient longtemps. Surtout si vous avez, on l'a vu au tout début, un sol qui est suffisamment riche en matière organique, c'est-à-dire un sol qui est à l'opposé, et pardonnez-moi hein, d'être un petit peu agressif, mais à l'opposé de plein de sols de vigne que je vois qui sont de vrais caniveaux ou d'autres caniveaux qui sont des sols de maïs, tournesol, etc. Nous, au potager, vraiment, sur nos échelles réduites, on doit réellement améliorer ça. Je vous assure qu'on peut être économe. Et en conclusion, alors En conclusion, moi je dirais, l'eau c'est précieux. Donc quand il pleut, on la regarde pas couler sur le toit pour aller à l'égout. Hein. On essaye de la récupérer. Et puis après, on sait que comme l'eau c'est précieux, si on arrose un sol rincé et qui est pas prêt, qui est pas en état, mais ça n'a aucun sens. Donc l'eau, on peut légitimement estimer qu'on peut l'utiliser si d'une part on l'a récupéré, d'autre part on a un sol en état d'accueillir cette eau.
Eh ben, merci beaucoup, Xavier. Un dernier mot, peut-être? Ah oui, un dernier mot pour annoncer qu'il va y avoir un petit bonus à ce podcast. C'est un enregistrement qu'on a fait à la Fête des plantes de Jackie Mercier début mai, où on s'est permis d'interroger des spécialistes professionnels des tomates pour savoir, eux, tiens, comment ils les arrosent. Et je vous assure qu'on n'est pas au bout de nos surprises.